merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je voudrais remercier Jean-Claude Milner d'avoir rejoint Lyon pour parler de ce dernier stimulant et extraordinairement intelligent Relire la Révolution, qui nous enseigne beaucoup de choses et sur l'histoire de la Révolution, la notion de révolution et son actualité. C'est un livre dont je vous recommande la lecture si vous ne l'avez pas déjà parcouru ou lu. Merci à Gilles Janus d'avoir accepté aussi de modérer cette rencontre. Gilles Janus est philosophe. Il vient de publier aux éditions Verdier un ouvrage dont je vous recommande aussi la lecture, L'épreuve du collectif. J'espère qu'on l'a ici en librairie. Il est spécialiste de Lévinas. Il a travaillé avec Béni Lévy et autour de l'œuvre de Béni Lévy. Il est publié aussi aux éditions Verdier, et que je remercie aussi au demeurant pour le travail que cette maison fait depuis pas mal d'années et avec beaucoup d'intelligence et de ténacité. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée, sachant qu'il y aura d'abord un entretien qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure entre Jean-Claude Milner et Gilles Janus, et ensuite que vous pourrez évidemment poser vos questions. Je vous incite aussi à regarder le programme de la semaine, parce qu'il y a beaucoup de rencontres encore jusqu'à dimanche qui sont intéressantes. Donc voilà, prenez-en connaissance. Voilà, je crois vous avoir. Et puis vous rappelez aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que cette semaine est organisée grâce au soutien de l'association Res Publica, qui, voyant disparaître le festival Mode d'Emploi, a volé à notre secours pour nous financer cette semaine. Et donc je les remercie infiniment. Voilà, bonne soirée. Bonsoir, merci d'être là. Je réitère les remerciements. On m'a chargé de vous signaler la présence de la librairie Le Bal des Ardents devant la porte ici. Donc il sera possible, pour ceux qui n'ont pas déjà le livre de Jean-Claude Milner, de se le procurer et je pense de le faire signer ensuite à Jean-Claude Milner. Donc nous allons, selon la règle qui vient d'être rappelée, commencer par un entretien. Lequel entretien va commencer par une brève présentation de ma part, rapide, du livre Relire la Révolution et surtout du geste que représente ce livre dans la production intellectuelle de Jean-Claude Milner. Vous savez vraisemblablement que Jean-Claude Milner est un linguiste renommé et on a coutume de le présenter comme philosophe, bien qu'il n'admette pas sans réticence ce titre. Donc, par-delà les titres, je dirais que Jean-Claude Milner est un penseur au sens fort, c'est-à-dire quelqu'un dont les propositions et les livres qui les contiennent et qui nous les livrent, dont les propositions provoquent la pensée. Et j'entends provoque au double sens de susciter, de faire appel à et de bousculer. Ce qui bouscule dans les textes et la pensée de Jean-Claude Milner, ce ne sont pas seulement les thèmes qu'il aborde, ils sont très nombreux depuis de très nombreuses années, mais aussi sa manière de les aborder. Donc c'est là-dessus que je voudrais dire quelques mots en guise d'introduction avant de m'adresser à Jean-Claude Milner pour que nous retracions rapidement les principaux points de son ouvrage. Alors, pour caractériser la manière de faire de Jean-Claude Milner, je vais m'appuyer sur une de ses phrases dans Relire la Révolution, puisque lui-même présente, vous allez voir d'une façon assez particulière, sa manière. Donc je cite brièvement Jean-Claude Milner, qui écrit la chose suivante. « À ma manière, qui n'est pas celle d'un historien, ni celle d'un philosophe, et encore moins celle d'un écrivain, je voudrais revenir sur cette séquence. » La séquence étant la Révolution française. Alors voilà, une manière qui se donne par des distinctions, qui se donne sous la forme d'une négation, et même d'une triple négation. Ni, ni, ni. Donc ni la manière d'un historien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je proposerai l'explication suivante, c'est-à-dire que le geste de pensée de Jean-Claude Milner dans son livre n'est pas le geste d'un homme de savoir, d'un savant, qui viserait à apporter des éléments nouveaux dans la connaissance de la séquence dont il parle. Il s'agit, le titre le dit, de relire, c'est-à-dire que le texte est déjà donné, il est déjà présent, il est déjà établi. Il n'y a pas à l'établir. Il s'agit de le lire et donc il s'agit de vérité plutôt que de savoir. Évidemment, ça n'implique pas que le savoir soit absent de ce livre. Il est présent à toutes les pages, énormément de lectures, d'historiens, de philosophes,
etc., etc. Ça n'est pas non plus donc la manière d'un philosophe. Le philosophe est volontiers théoricien. Alors, ça n'est pas évidemment que la théorie effraie Jean-Claude Miner, il a plutôt la réputation inverse. On considère généralement qu'il écrit des textes ardus et qui mettent à mal les capacités de nombre de lecteurs et qui de ce fait impressionnent un peu. Mais ça n'est pas ici son propos. Disons sommairement que la théorie vise à enclore la totalité du réel ou de la réalité, à l'épuiser. Or, ce que Jean-Claude Miner montre ici à propos de la Révolution, mais il l'a déjà montré avant sur d'autres objets, c'est qu'une part de la réalité dont il s'occupe, du texte dont il s'occupe, échappe à la totalisation. Je vous signale, de façon un peu formelle, mais ça a son sens et ça a tout son sens à mes yeux, que le livre ne s'achève pas sur une conclusion, bien qu'il y ait un certain nombre de pages qui soient intitulées « Conclusion », mais cette conclusion elle-même est en réalité le commencement d'autre chose. La dernière phrase du livre dit, voilà, on s'attend à une conclusion, on s'attend au mot de la fin, et Jean-Claude Miner écrit que, on y reviendra certainement tout à l'heure, que la dernière phrase de son livre est en réalité la première phrase d'un autre livre. Voilà. Donc, pas de totalisation. Elle est encore moins la manière d'un écrivain, c'est-à-dire, bon, plus simplement, une manière qui viserait à établir un récit, mais c'est plutôt une déconstruction des différents récits révolutionnaires qui, qu'on le veuille ou non, imposent une forme à la matière dont il parle. Les deux gestes, si vous voulez, d'écrire et de lire sont évidemment très souvent liés, mais ce dont il s'agit ici, c'est bien de relire et pas de réécrire. Donc, ni établir le texte, ni en construire la théorie, ni raconter la séquence en question. Alors quoi? Positivement, la manière de Jean-Claude Miner, elle apparaît, me semble-t-il, dans le titre, il s'agit de lire. De relire, mais d'abord de lire. Il s'agit de lire au sens où la lecture n'est jamais une opération passive qui consisterait pour le lecteur à se fondre dans un sens contenu dans les lettres et qui l'emporterait, mais au sens où la lecture est toujours un acte, au sens où elle est toujours une voie de renouvellement du texte qu'on lit. Et de ce point de vue, bon, je ne sais pas qui d'entre vous a lu ou n'a pas lu le texte, mais de ce point de vue, le livre atteint magnifiquement son but, puisqu'il redispose des éléments qu'on a souvent l'impression de déjà connaître, la Révolution française, et puis les autres révolutions sont ou non des prolongements de cette Révolution française, on va en parler. Bon, éléments qu'on a l'impression de connaître, et puis dans la redisposition qui s'opère dans le livre de Jean-Claude Miner, on prend conscience du fait que ce paysage, dont on avait l'impression qu'il était familier, prend un aspect nouveau, un aspect inédit. Et le lecteur a très souvent l'impression de lire pour la première fois, bien qu'il lise un texte, bien qu'il lise des propositions qui portent sur ce qu'il connaît déjà bien. Alors, pour commencer l'entretien, je vais poser à Jean-Claude Miner une question qui porte sur son titre, parce que bon, il est très clair, très parlant, et en même temps, à mon sens, il pose question. Votre titre, donc, Relire la Révolution, suppose que la Révolution soit un texte. Et j'ai envie de vous demander, pour commencer, est-ce qu'il faut l'entendre au sens propre, ou est-ce qu'il faut entendre relire comme une métaphore? Il faut l'entendre au sens propre, certainement, mais de deux manières, si j'ose dire. La Révolution française a ceci de singulier, c'est que chaque segment de son parcours est un segment qui est accompagné de déclarations, de propos rapportés, mais fondamentalement de textes, puisqu'en vérité, la forme écrite est quelque chose qui accompagne la Révolution
depuis le début, pratiquement, et jusqu'à sa fin. À quelques moments constitue sa fin. Est-ce que c'est le 9 Thermidor? Est-ce que c'est le consulat dont la Constitution comporte la phrase « La Révolution est terminée ». Je ne vais pas discuter de cela maintenant, mais cette présence inlassable du texte écrit, dans un pays qui, les historiens, plus anglais que français, l'ont établi, le degré d'alphabétisation de la France, à ce moment-là de son histoire, est à un degré très élevé. Beaucoup plus élevé qu'au cours du XIXe siècle. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu'on retrouve un degré d'alphabétisation comparable. Ce qui veut dire que ces textes qui sont les textes de compte-rendu des assemblées, les lettres que tel ou tel, je pense à Robespierre, adresse à ses électeurs, énormément de journaux, la presse est libre. La presse est libre pendant une très longue période, même au moment de la terreur, la presse est largement libre. La présence du texte écrit est beaucoup plus importante, c'est même fondamental dans la Révolution française, comparée à d'autres révolutions, et notamment la révolution soviétique et chinoise, qui s'adresse à des peuples où la lecture n'est pas une pratique absolument répandue. C'est un des éléments importants, par exemple, de la révolution chinoise. Donc, un rapport au texte. Mais deuxièmement, c'est aussi une façon de ressaisir les séquences des événements, et ça fait, si j'ose dire, partie de ma méthode, si on peut parler de méthode, c'est de partir de l'hypothèse que les séquences d'événements peuvent se constituer comme un texte qu'on déchiffre, avec des ponctuations, avec des paragraphes, avec des renversements, en quelque sorte des paragraphes qui inversent le sens du paragraphe antérieur. J'ai appliqué cette méthode à plusieurs reprises, à d'autres objets que la Révolution française, et c'est une méthode qui, je crois, est féconde, parce qu'elle permet de tenir compte de la narrativité de la séquence. Ce n'est pas ma narrativité, vous rappelez très justement que la narration n'est pas mon mode, il m'arrive de narrer quelques épisodes, mais ce n'est pas le fond de mon approche. Mais évidemment, la narration de la Révolution française est quelque chose d'essentiel à la réalité de la Révolution française elle-même. Mais cette narration n'est pas simplement un enchaînement d'épisodes, ce n'est pas un roman feuilleton où les pages s'ajoutent les unes après les autres, c'est un texte. En ce sens que, par exemple, je prends un exemple très, très banal, enfin, pas forcément banal, mais en tout cas très, très connu, la prise de la Bastille et la manière dont la prise de la Bastille est ressaisie par ses contemporains, qu'ils soient témoins directs ou pas, va prendre son sens complet dans des séquences bien plus tardives
comme il arrive dans un texte, pour prendre par exemple comme dans La recherche du temps perdu, pour bien comprendre Longtemps je me suis couché de bonne heure, il faut en vérité avoir lu l'ensemble de La recherche du temps perdu pour comprendre ce que signifie ce longtemps, pourquoi se coucher de bonne heure est un élément qui est un pivot. Donc, la méthode, en quelque sorte, de lecture d'un texte est quelque chose qui est, à mon avis, fécond pour des séquences historiques telles que la Révolution française. Alors, une fois qu'on admet donc avec vous, puisque effectivement on voit en lisant le livre qu'il y a une vraie fécondité de cette méthode, qu'on admet donc que c'est un texte, la deuxième question c'est sur le préfixe, relire. C'est-à-dire que ce verbe relire implique qu'il y ait déjà eu des lectures du même texte, du dit texte, et ces lectures déjà existantes, elles sont d'une certaine façon de sorte. Il y a les vôtres et puis celles des autres. Parce que, la Révolution, ceux qui ont lu vos livres antérieurs savent que ce n'est pas la première fois qu'elle apparaît dans votre réflexion. J'invite ceux qui en ont l'occasion à relire en parallèle à ce livre, le livre de 92 qui s'appelait Constat, parce qu'il y a de véritables échos et de véritables avancées, me semble-t-il, entre les deux, de l'un à l'autre. Donc vos lectures sur lesquelles vous allez revenir, et puis les lectures des autres, c'est-à-dire les lectures des historiens, des philosophes, vous en citez un très grand nombre. Hein. Du coup, ma question ici, c'est qu'est-ce qui vous a donné, je ne sais pas, l'envie, qui vous a assigné la tâche, qui vous a mis devant la nécessité de revenir sur ce texte de la Révolution qui déjà a été lu de très nombreuses fois. Oui, il n'y a pas simplement, bien entendu, il y a les autres lectures, et je me plais souvent à citer ce propos de Pétrarque qui parle des historiens, qui dit « mais finalement, les historiens ne font rien d'autre qu'un long et perpétuel éloge de Rome ». Et je pense qu'il avait raison de prendre les historiens classiques, je pense à Tite-Live, si vous voulez, mais je pense aussi à Machiavel, si vous voulez. Pendant très longtemps, l'histoire comme discipline a été un long éloge, alors de Rome d'abord, et puis des figures qui venaient relayer Rome, par exemple le Saint-Empire, ou par exemple la monarchie absolue. Et je dirais que si l'on inclut dans la notion d'éloge aussi la notion de blâme, à bien des égards, l'histoire de langue française, je veux dire les historiens de langue française, qui sont au XIXe siècle, nous ne nous rendons plus compte aujourd'hui, mais l'histoire de langue française, les historiens de langue française sont l'histoire au XIXe siècle. Si vous demandez, si vous interrogez quelqu'un comme Goethe, vous lui auriez demandé mais où y a-t-il les historiens, il aurait dit mais à Paris. Vous auriez posé la même question à Hegel, il aurait fait la même réponse. Ça n'est qu'au cours du XIXe siècle que c'est la langue allemande qui est devenue la langue de l'histoire. Mais pendant la période où les historiens ont été, en quelque sorte, ceux qui portaient la langue de l'histoire à son plus haut, ces historiens étaient travaillés par la nécessité de louer ou de blâmer perpétuellement la Révolution française, même quand ils n'en parlaient pas directement. Si vous lisez Michelet, par exemple, l'histoire de France de Michelet est un long éloge et blâme de la Révolution française. Si vous lisez Guizot, même chose. Si vous lisez Augustin Thierry, même chose, par le biais des récits mérovingiens, etc. etc. Je le répète, la rupture de ce dispositif va être opérée par les historiens allemands, mais si vous regardez les historiens français,
un historien français, ou bien il se met absolument hors des temps modernes, je pense par exemple à Duby ou à Dumézil qui prend Rome et l'Antiquité romaine, ou bien il fait de l'histoire moderne, et les historiens français de langue française qui s'occupent des temps modernes, ils s'occupent constamment de louer ou de blâmer la Révolution française. C'est ça leur horizon. Donc, qui veut parler de la Révolution française, et spécialement à ma manière, qui n'est pas celle d'un historien, il est amené à une relecture, puisque les historiens de langue française sont fondamentalement, mis à part des exceptions, ou à l'intérieur desquelles il y a des exceptions, si je veux dire, affichées. Je pense à Michel Foucault, dont on peut définir l'œuvre en tant qu'œuvre d'historien comme l'historien de langue française qui ne parlera jamais de la Révolution française, qui en fera le tour soigneusement de telle façon qu'il l'évitera comme un objet, en quelque sorte, maléfique n'est pas le mot, mais un objet, un trou noir, qui absorberait les forces discursives. Mais le deuxième sens que je donnerais à relire, c'est une relecture par rapport à moi-même. C'est que j'ai fait partie de ceux, et qui sont très nombreux, qui ont été nourris à l'école de la Révolution, je veux dire de l'idée, de ce que j'appelle dans mon livre l'idéal de révolution, avec des révolutions idéales, et il n'y avait rien d'autre à penser quand il s'agissait d'aborder la politique que de ce qui était rendu possible comme pensée par la prise au sérieux de l'idéal de la révolution et des quelques révolutions idéales, essentiellement trois, la Révolution française, la Révolution soviétique et la Révolution chinoise. J'ai été formé à cette école-là. J'ai été moi-même membre d'une organisation qui se disait révolutionnaire. Et quand une organisation dit d'elle-même qu'elle est révolutionnaire au moment dont je parle, c'est-à-dire dans les années 60, 70, 80, dire une organisation qui se dit, et notamment une organisation en langue française qui se dit elle-même révolutionnaire, elle ne peut le faire qu'en affichant sa relation généalogique à l'idée de révolution dont les révolutions idéales sont d'abord la Révolution française et ensuite la soviétique et la chinoise. Ça a été ma lecture aussi. En cela, je ne fais pas exception. Et de ce fait-là, si je relis, si je reviens à la question de la Révolution, c'est nécessairement une relecture par rapport à ma propre histoire. Il y a quelque chose dans mon livre, ce n'est pas forcément mis toujours en avant, mais je pense qu'on peut le percevoir. Il y a quelque chose dans mon livre qui est de l'ordre de la recherche du temps perdu, c'est-à-dire, effectivement, non pas longtemps je me suis couché de bonne heure, mais longtemps j'ai cru à la Révolution. Alors, sur le mot de révolution, parce que dans votre réponse, on est revenu à ce mot, vous dites dans votre livre que la Révolution française a transformé le nom de révolution et l'a transformé au point de rendre ce nom méconnaissable. Donc il se serait passé, avec la Révolution française,
une transformation radicale, dites-vous, du sens du mot révolution. Alors, je voudrais, si vous pouvez, revenir sur cette modification. Quelle est la transformation? Comment entend-on révolution avant la Révolution française? Comment doit-on l'entendre à partir d'elle ou durant son déroulement? Je ne vais pas entrer, bien que ce soit quelque chose de tout à fait intéressant en soi, dans l'histoire même du mot révolution, et notamment la fameuse question, je dis fameuse parce qu'elle a été abordée de plusieurs manières par différentes personnes, la question des sens opposés. À savoir que révolution désigne en astronomie le retour d'un corps céleste à la même place, alors que dans l'histoire des hommes, la révolution décrit un changement et un déplacement. On a accordé énormément d'importance à cette question, et à mon avis, on y a accordé un petit peu trop d'importance, parce que, en vérité, y compris en astronomie, la révolution d'un corps céleste, c'est-à-dire le parcours qui fait qu'un corps céleste revient à la même place, c'est aussi un parcours qui est un déplacement. C'est-à-dire qu'il y a toujours, que ce soit dans le sens astronomique ou que ce soit dans le sens, disons, politico-historique, il y a toujours un déplacement. Je fais remarquer que le mot alternance, dans le français courant d'aujourd'hui, a subi le même, comment dire, c'est la même dualité. Je me rappelle très bien qu'en 81, l'alternance s'était présentée comme un déplacement fondamental. Enfin, l'alternance qui allait changer la vie, un déplacement fondamental. Et aujourd'hui, l'alternance est perçue comme le retour, en quelque sorte perpétuel, de la même chose. Je veux dire par là que l'alternance, c'est la gauche succède à la droite, qui succède à... etc., etc. Donc quelque chose qui a été perçu à un moment donné comme la forme même du changement est devenu la forme même de l'absence de changement. Et le mot révolution a le même double versant. Reste une modification fondamentale. Au XVIIIe siècle, commence à s'imposer l'idée que la révolution, enfin qu'une révolution, c'est un changement dans la configuration politique, un changement concernant le siège du pouvoir. Ce n'est pas un changement partiel, ce n'est pas simplement un changement de dynastie, c'est un changement dans le type de pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir exercé par les nobles qui devient un pouvoir exercé par le peuple? Est-ce que c'est un pouvoir exercé par les nobles et qui devient un pouvoir exercé uniquement par le monarque? C'est le sens que le mot révolution commence à prendre au XVIIIe siècle. C'est un changement dans la nature du pouvoir et essentiellement dans le nombre de ceux qui exercent le pouvoir. On passe de plusieurs à un, ou de un à plusieurs, ou de plusieurs à tous, etc., etc. Le deuxième changement, et ça c'est dû à la Révolution française, c'est qu'à partir de 1789, on ne va plus appeler révolution qu'un seul type de changement. C'est le type de changement qui fait passer du pouvoir d'un seul au pouvoir de tous, ou du pouvoir de quelques-uns au pouvoir de tous. Il y a donc, à partir de 1789, dans l'ensemble de ce qu'au cours du XVIIIe siècle on appelait les révolutions, on parlait de révolution en Suède
alors qu'en Suède, il s'agissait d'établir la monarchie absolue. On parlait de révolution en Angleterre, alors qu'en Angleterre, il s'agissait de rétablir les Stuarts, etc., etc. On donnait le mot révolution, on donnait le nom de révolution à des changements de régime, des changements profonds, mais, si j'ose dire, non orientés, qui n'allaient pas nécessairement vers le pouvoir du peuple. Alors qu'à partir de 1789, le cours de la Révolution française va imposer le sens, qui est le sens que le mot révolution prend pour nous, à savoir que le nombre de ceux qui exercent le pouvoir va augmenter. Il va passer de un ou de quelques-uns à tous. Et si ça n'est pas cela, si c'est le passage du pouvoir de quelques-uns au pouvoir d'un seul, ou si c'est le passage du pouvoir de tous au pouvoir de quelques-uns, etc., on ne parle pas de révolution, on parle de changement de régime, ou on parle de coup d'État d'ailleurs. Au XVIIe siècle, le coup d'État et la révolution ne sont pas distingués. Ce qu'on appelait les coups d'État, dans certains cas, ce sont des phénomènes que nous appellerions aujourd'hui des révolutions. La distinction radicale entre le coup d'État et la révolution qui installe le pouvoir de tous et le coup d'État qui installe le pouvoir d'un seul ou de quelques-uns, cette distinction radicale est quelque chose qui est datable et qui est due à la Révolution française. Il y a donc un changement radical. Et pour bien comprendre ce changement, il faut, c'est à mon avis une question de méthode, il faut penser, essayer de penser ce que le mot révolution pouvait représenter en 1789, le 14 juillet, puisque c'est la date fatidique, pour quelqu'un, ou des personnes qui ne savent pas ce qui va se produire. On commence à parler de révolution dès le début de la Révolution française. Mais personne à ce moment-là ne sait ce qui va se produire. Et personne ne sait que ce qui va se produire à la suite de plusieurs scansions, c'est la fin des privilèges, c'est la chute du roi, c'est l'instauration d'une république, c'est la volonté d'une république qui soit non seulement une république, mais une république démocratique. Tout cela, c'est quelque chose qui n'est perçu par personne en 1789. Donc on parle de révolution au sens, en quelque sorte, au début de la Révolution, on parle de révolution au sens antérieur. Et il s'agit donc de comprendre comment il se fait qu'on ait pu employer le mot révolution tout de suite, alors que les événements qui vont donner le sens, qui est encore le sens moderne au mot révolution, ces événements ne se sont pas encore produits. Quel discours se construit à ce moment-là? En fait, c'est une question à la Foucault. Lorsqu'il y a un déplacement dans les discours, qu'est-ce qui se passe au moment où le déplacement s'engage et n'est pas encore complètement accompli? De quelle manière parle-t-on et de quelle manière pense-t-on? C'est en fait de cette question que je suis parti quand je me suis imposé. J'ai le sentiment qu'il fallait relire la Révolution. Je me suis dit, première question, quand le 14 juillet 1789, on emploie le mot révolution, de quoi parle-t-on? Alors, ce que vous montrez dans le livre, en reprenant la théorie, donc ce dont on parlait quand on utilisait le mot de révolution, vous le dites dans le livre, c'était une conception qui remonte à Polybe, conception selon laquelle
Effectivement, révolution, cela désigne les changements de régime dans un ordre qui est toujours le même, toujours identique, et donc de façon cyclique, le régime monarchique s'habillement en tyrannie, puis le régime aristocratique en oligarchie, et enfin le régime démocratique en ochlocratie, donc en gouvernement de la foule. Et puis, au retour. Ça, c'est le sens donc, antérieur à la Révolution. C'est ce modèle-là qui gouverne la représentation de toute révolution possible le 14 juillet 1789. Donc, Kant, je cite le mot du duc de La Rochefoucauld quand il dit à Louis XVI « Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution », ce qu'il lui dit, et Louis XVI comprend très bien de quoi il s'agit, lui dit-il, de qui va détenir le pouvoir suprême. La monarchie absolue, c'est fini. À quoi va-t-on passer? Est-ce que c'est à un autre type de monarchie? Est-ce que c'est à une oligarchie? Est-ce que c'est à une démocratie? C'est la question qu'il pose. Il ne la résout pas, bien entendu, mais il dit à Louis XVI, c'est de ça qu'il est question. Pas simplement d'un trouble, d'un désordre dans la rue. La représentation polybienne, elle a deux aspects. Première remarque, la représentation polybienne, elle fait partie de la culture générale de l'ensemble de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Petite, moyenne et grande bourgeoisie. C'est donc tous ceux qui ont un minimum d'études, et je répète, à ce moment-là, ça a été établi là encore, le niveau des études, le niveau moyen des études suivies par les Français était allé assez loin en vérité. Il y avait une sorte de connaissance générale, de corps de connaissance générale, dans lequel le modèle de Polybe avait une place. Ce modèle, il dit deux choses. Premièrement, il classifie les régimes possibles. Il les classifie en fonction du nombre de ceux qui exercent le pouvoir. Bien. Un seul exerce le pouvoir, c'est une monarchie. Plusieurs exercent le pouvoir, c'est une aristocratie. Tous exercent le pouvoir, c'est une démocratie. Très bien. Mais il y a une deuxième dimension dans la représentation de Polybe, c'est la dimension de ce que j'appellerais la corruption et le changement. C'est un terme aristotélicien. On n'est pas dans le monde des corps célestes. Les corps célestes circulent, suivent leur parcours, leur trajectoire de manière parfaite. Les hommes, c'est pas comme ça. Les hommes, ils agissent, mais ils agissent dans le monde du changement et de la corruption. Premier temps, on est dans un état de nature, les hommes vivent dans des violences incessantes, ils se tournent vers le meilleur d'entre eux et ils lui donnent le pouvoir et de cette manière assurent les uns par rapport aux autres une forme de sécurité. Mais nous ne sommes pas dans les corps célestes, nous sommes chez les êtres humains. Et les êtres humains, ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que l'homme le meilleur qui exerce le pouvoir solitairement, premièrement, peut ne pas rester aussi parfait qu'il l'était au départ, et puis surtout, il va avoir des successeurs. Et ces successeurs n'auront pas forcément les qualités qu'il avait lui-même. Et de ce point de vue-là, la monarchie qui apparaissait comme une solution aux violences et au désordre va se corrompre en tyrannie
Et cette tyrannie va à son tour produire des désordres et des cruautés. Pour rétablir, pour sortir de cette période de cruauté et de désordre, vous avez une révolte, appelons ça une révolte pour employer un terme neutre. Quelques-uns vont s'emparer à leur tour du pouvoir. Ces quelques-uns, ce sont les meilleurs, et ils vont exercer le pouvoir parce qu'ils sont les meilleurs. Et grâce à cet exercice du pouvoir par les meilleurs, retour de l'ordre et de la sécurité pour tous. Mais les hommes étant ce qu'ils sont, ceux qui étaient les meilleurs ne restent pas forcément les meilleurs, et puis ils ont des successeurs qui n'ont pas forcément les qualités des premiers, et l'aristocratie va dégénérer, va se corrompre en oligarchie. Ça n'est plus le gouvernement des meilleurs, c'est le gouvernement de quelques-uns, qui au lieu de gouverner pour le bien de tous, gouvernent pour leur profit personnel. Retour des désordres, des injustices, des cruautés, retour de la nécessité d'un nouvel ordre, et là c'est le pouvoir de tous qui va s'instaurer, c'est là le pouvoir du peuple, c'est la démocratie. Mais pour la même raison que j'ai dite précédemment, les hommes étant ce qu'ils sont, le peuple ne va pas rester fidèle aux principes qu'il a affichés quand il s'est emparé du pouvoir, et au lieu d'exercer le pouvoir pour le bien de tous ceux qui le composent, c'est-à-dire le peuple gouverne pour le bien du peuple, c'est ça l'idéal de la démocratie, on va passer à l'ochlocratie, où le peuple devient simplement de très nombreux, c'est-à-dire la foule, et la foule est par elle-même génératrice de désordre et de cruauté. Polybe présente cela comme un cycle nécessaire, puisque l'ochlocratie, une fois qu'elle s'est établie, crée un tel désordre que l'on se retrouve dans la nécessité de faire appel à un seul qui va être le sauveur. L'homme providentiel. Et ainsi, le cycle se réamorce. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que lorsqu'on relit les textes des révolutionnaires, et je pense notamment à une déclaration de Robespierre, Robespierre s'adresse aux Girondins. Les Girondins veulent déclarer la guerre et Robespierre les met en garde. Il leur dit, si vous déclarez la guerre, vous allez mettre la Révolution à la merci des succès militaires et à la merci d'un général victorieux. Et le moment venu, le général victorieux, il prendra le pouvoir. Tout le monde, à juste titre, admire la pénétration de Robespierre qui prédit ce qui va arriver avec Bonaparte, qui sera le général victorieux vers lequel on se tournera pour rétablir l'ordre après les désordres représentés par le directoire de pouvoir issu de Thermidor, en vérité. Mais cette pénétration, cette prophétie, en quelque sorte, elle est simplement l'application par Robespierre du modèle d'interprétation historique qui est le sien. Donc ce n'est pas une intuition remarquable, c'est simplement un raisonnement issu de son savoir. La cyclicité des régimes est pour lui une donnée scientifique. Et si le régime de la Révolution se corrompt, alors, même si l'on avait réussi à établir véritablement le pouvoir de tous, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, si la Révolution se corrompt, et elle se corrompra nécessairement si elle se livre à la guerre, c'est la thèse de Robespierre, parce que la guerre entraîne des nécessités
simplement des nécessités militaires qui contredisent les nécessités auxquelles la Révolution doit répondre, eh bien, à ce moment-là, le nouveau régime établi par la Révolution se transformera en une dictature militaire. C'est quelque chose qui va se passer, et ceux qui ont vécu la période révolutionnaire, et disons de 1789 à 1815, vont tous être convaincus que Polybe avait raison. Chateaubriand, en 1814 plus exactement, écrit des textes, nombreux textes, pour essayer de défendre l'hypothèse du retour des Bourbons sur le trône, la restauration des Bourbons. L'auteur qu'il cite à l'appui de sa démonstration, c'est Polybe. Et bien entendu, pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Toute la succession de ce qui s'était passé semble répondre à la succession d'ordre et de désordre, de corruption et de changement que Polybe avait annoncé. Reste une question, qui pour moi est une vraie question. Dans la représentation polybienne, et je pense que tous les révolutionnaires, pratiquement sauf éventuellement une exception, sont partis de ce modèle-là. La révolution est un passage qui est un intervalle. La révolution est un intervalle entre deux régimes stables. Et si l'on considère, comme c'était le cas de Robespierre, que le seul régime stable qui soit conforme à la justice, c'est le pouvoir de tous, alors la révolution est cet intervalle qui va permettre d'établir de manière stable et définitive le pouvoir de tous. Conclusion, pour Robespierre, la révolution ne peut pas être permanente. La révolution est nécessairement déterminée dans le temps. Et quand on emploie l'adjectif révolutionnaire, on parle par exemple de gouvernement révolutionnaire, dans la bouche de Robespierre et en fait dans la bouche de pratiquement tous les membres du comité de salut public, gouvernement révolutionnaire, ça veut dire gouvernement éphémère, qui doit avoir un terme fixé. Ce terme, il est fixé ouvertement, c'est la fin de la guerre, le retour de la paix. Autrement dit, tribunal révolutionnaire, gouvernement révolutionnaire, toutes les formes de pouvoir caractérisées comme révolutionnaires à l'époque du comité de salut public sont des formes qui ne doivent pas être considérées comme des formes définitives ou comme des formes stables. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Cela oppose radicalement la Révolution française avec des révolutions ultérieures. Parce que quelqu'un comme la Révolution soviétique va peu à peu tendre vers la révolution permanente. Et la révolution chinoise encore plus. C'est-à-dire que la révolution devient une forme qui perdure dans le temps et révolutionnaire, au lieu de désigner quelque chose d'éphémère, de transitoire, d'imposé par les nécessités de passage d'un régime stable à un autre régime stable, révolutionnaire devient la désignation d'un état de conscience qui doit perdurer. Autrement dit, être révolutionnaire, c'est quelque chose qui doit continuer d'habiter la conscience, même si, en apparence, la révolution est terminée. Et là, vous avez une très grande différence entre la Révolution française et les révolutions ultérieures. La seule exception, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi, la seule exception que je vois
parmi les révolutionnaires, c'est Saint-Just. Je crois que Saint-Just a penché vers l'hypothèse d'une séquence révolutionnaire qui durerait dans le temps, qui se renouvellerait elle-même, qui en quelque sorte s'alimenterait elle-même et devrait s'alimenter elle-même. C'est le thème il dénonce la révolution glacée, c'est-à-dire figée dans la glace, en pensant que la révolution doit être désincarcérée des blocs de glace qui l'enserrent, parce que la révolution est appelée à durer, et la conscience révolutionnaire est une conscience qui change l'homme de telle façon que c'est un homme nouveau qui apparaît. À mon avis, ce n'est absolument pas la conception de Robespierre. On a donc cette situation, il faut bien le dire, tragique, où Saint-Just va combattre aux côtés de Robespierre le 9 Thermidor, alors qu'il ne partage pas du tout les conceptions de Robespierre sur la Révolution. C'est sur le fond d'un désaccord que Saint-Just va accompagner Robespierre à la guillotine. Alors, bon, il y aurait encore énormément de choses à dire. Je voudrais quand même qu'on parle rapidement parce que je crois que ça dit quelque chose maintenant de notre actualité aussi, qu'on parle de ce que vous appelez dans le livre la croyance révolutionnaire. Vous venez d'en énoncer déjà les prémices. Croyance révolutionnaire, si je résume la chose rapidement, c'est la croyance selon laquelle le mot de révolution serait synonyme, aurait la même signification dans les différentes révolutions idéales. Donc révolution française, révolution russe, révolution chinoise, et puis éventuellement vous envisagez d'autres révolutions, révolution cubaine, et pourquoi pas jusqu'aux révolutions qu'on a appelées révolutions arabes. Bon, que le mot de révolution serait en position de synonymie dans toutes ces expressions. Or, ce que vous montrez parfaitement dans le livre, c'est que précisément, en réalité, il n'y a pas de synonymie, mais il y a homonymie, c'est-à-dire qu'il y a dans la Révolution française, dans cette séquence sur laquelle vous travaillez, quelque chose qui la distingue totalement, absolument, de toutes les autres révolutions idéales qui ont suivi. Et dites-vous, cette croyance révolutionnaire qui a constitué notre horizon depuis assez longtemps, en réalité, cette croyance révolutionnaire, elle est en train, ou c'est déjà fait d'ailleurs, elle s'est disloquée, disons, elle est aujourd'hui obsolescente. Bon, quelques poches de résistance, mais enfin, elle ne fait plus effet. Oui, c'est d'ailleurs même, d'un certain point de vue, le point de départ de ce qui a été pour moi une entreprise assez lourde et assez longue, relire la Révolution. C'est le sentiment que j'ai eu, je le date du 11 septembre 2001, le sentiment que j'ai eu que il y a deux temps, si vous voulez. Il y a eu la chute du mur, 1989, et puis ce que j'appelle la chute des statues, c'est-à-dire voir les statues de Lénine tomber comme des cailloux. Ça m'a beaucoup impressionné comme image. Et pour moi, la chute des statues a été la conclusion, le moment où j'ai tiré la conclusion que je ne croyais plus en la Révolution. Que pour moi, la croyance révolutionnaire, que je n'avais pas encore caractérisée complètement, mais que j'avais malgré tout située comme croyance, que la croyance révolutionnaire cessait de m'habiter. Mais bien entendu, c'est une conclusion que je tirais pour moi, et je voyais bien que la croyance révolutionnaire continuait de fonctionner autour de moi, et pas seulement en France, bien entendu, sur la surface du globe, il y avait énormément de mouvements révolutionnaires qui s'inscrivaient dans leur discours, dans leur représentation, dans la croyance révolutionnaire. Le 11 septembre 2001, j'ai eu le sentiment d'assister
au premier événement planétaire. Je crois que tout le monde peut partager cette impression d'un événement que tous les habitants de la planète Terre pouvaient regarder en même temps, à l'instant où il se produisait. En quelque sorte, l'humanité entière était convoquée à être témoin d'un seul événement, dans la simultanéité. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à aucun moment, moi-même, et j'ai l'impression personne autour de moi, ou d'après ce que j'ai pu lire ailleurs sur Terre, n'a été visité par l'idée que quelque chose de l'ordre d'une révolution se produisait. Une révolution politique, je veux dire. Ce n'est pas ça. Le mot révolution ne permettait pas de saisir quoi que ce soit. Si vous voulez, quand on voyait les statues de Lénine tomber, on pouvait dire que le mot révolution était encore présent sous la forme de sa disparition. C'est en tout cas comme cela que moi je le percevais. Mais être en phase de disparition, c'est encore une forme de présence. Le 11 septembre, il me semble qu'il n'y avait plus aucune présence. Quelqu'un qui aurait dit, oui, ça ne peut se comprendre qu'à l'horizon de l'idéal de révolution. Il faut penser à la Révolution française ou à la Révolution chinoise. Il me semble qu'il aurait été considéré comme totalement à côté de la plaque. C'était autre chose qui se passait. Alors là, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas simplement moi, ce n'est pas simplement pour moi que la croyance révolutionnaire avait cessé de fonctionner, mais qu'elle avait cessé de fonctionner de fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de croyants, une croyance sans croyants. C'est cela qui a été en quelque sorte le point de départ pour moi de quelque chose qui m'a pris, je le répète, du temps et de l'effort, de travail, de différents types de recherches d'une part, mais aussi de reprises. Au cours de la rédaction du livre, j'ai changé de point de vue sur bien des sujets. Par exemple, j'avais commencé en accordant à Saint-Just une importance fondamentale et j'ai fini par conclure que c'était à Robespierre qu'il fallait accorder une importance fondamentale, que Saint-Just représentait autre chose, d'important, mais pas pour la Révolution française. Donc un travail qui a été pour moi qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Le point de départ de cela, c'est ce sentiment d'absentement de l'idée de révolution au moment du 11 septembre. Alors peut-être une dernière question, je pense qu'après ce sera l'heure pour vous de pouvoir poser les vôtres. Donc on laisse de côté bien des aspects du livre évidemment, mais je voudrais qu'on revienne sur l'héritage fondamental de la Révolution française, tel que vous le décrivez dans la fin de votre livre, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous dites que les constituants français ont inventé le citoyen. Il y a toute une discussion avec la pensée anglaise qui est menée. Et on a l'impression, à vous lire, que ils ont inventé le citoyen, mais ils ont inventé aussi, dans cette articulation droits de l'homme et du citoyen, ils ont réinventé d'une certaine façon l'homme. Un homme qui est caractérisé par deux traits, les deux traits minimaux permettant de définir cet homme. Le premier, c'est qu'il est né. La Déclaration le dit explicitement. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Vous insistez sur la naissance. C'est ce qui fait l'être humain, c'est ce qui fait l'homme, du moins. Et puis, le fait qu'il parle,
puisque pour que l'on puisse dire « tous les hommes naissent libres et égaux en droit », il faut que l'homme soit un être parlant. Donc, la naissance, la parole, voilà qui constitue l'homme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À ce niveau d'humanité, la différence sexuelle ou la différence de genre n'est pas pertinente. Et donc, vous écrivez dans toute la fin du livre droit de l'homme, femme, avec une barre oblique, un slash, droit de l'homme, femme. Cet homme-femme n'est pas nécessairement citoyen et il n'en est pas moins le support de droit. C'est ce que dit la Déclaration. Et c'est là la nouveauté et l'actualité, en réalité, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est qu'elle apporte une réponse assez forte à la question, qui est une question assez inédite, me semble-t-il, la question des droits du non-citoyen. C'est une question, pour le coup, nouvelle depuis la Déclaration, mais qui aujourd'hui est une question d'une actualité très, très forte, brûlante. Donc je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on reparle de cette question-là des droits du non-citoyen. Effectivement, j'ai toujours été un peu amusé par la prétention. On trouve assez souvent l'expression « la France, pays des droits de l'homme ». Et les Américains disent, enfin les États-Unis disent pourquoi la France serait-elle le pays des droits de l'homme? C'est les États-Unis, les pays des droits de l'homme. Les Anglais disent non, c'est nous. Et à mon sens, la véritable invention des révolutionnaires français de 1789 et qui va être maintenue en 1793, c'est l'idée qu'on a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que les droits du citoyen sont mis... Enfin, que le citoyen est un support de droit distinct de l'homme en tant que support de droit. Bien entendu, c'est supporté par le même individu qui est homme et citoyen. Mais en tant que support de droit, il n'est pas support de la même manière et du même type de droit. Les droits du citoyen, ce sont des droits qui sont énoncés dans une constitution, dans des lois, et qui sont variables dans le temps, suivant les circonstances. Il y a des droits du citoyen qui, on voit très bien, le droit de vote, par exemple, peut être organisé de différentes manières. À partir du moment où on considère que le droit de vote fait partie des droits du citoyen, il peut être organisé de différentes manières, suivant les circonstances. Vous connaissez les débats sur le vote proportionnel et le vote majoritaire. Bien. Les droits de l'homme sont autre chose. Les droits de l'homme sont antérieurs à toute constitution possible. Ils apparaissent en quelque sorte comme une introduction. Alors évidemment, si ce sont deux types de droits différents, on pourrait imaginer qu'il y ait des droits du citoyen sans qu'il y ait des droits de l'homme, et des droits de l'homme sans qu'il y ait des droits du citoyen. La première branche, droit du citoyen sans qu'il y ait des droits de l'homme, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je pense que c'est non seulement possible, mais que ça s'est réalisé. Le Troisième Reich n'est pas un État dépourvu de droit. C'est un État de droit. Je veux dire qu'il y a des juristes, il y a des codes. Si vous lisez les discussions de la conférence de Wannsee,
qui décide de la solution dite finale, ou que j'appelle plutôt solution définitive, vous avez un groupe de juristes qui disent à Heydrich, le grand ordonnateur, vous ne pouvez pas décider de telle et telle chose, ça n'est pas conforme aux lois du Troisième Reich concernant le statut des Juifs, etc. Enfin, il y a simplement le citoyen allemand qui a des droits de citoyen. Ces droits de citoyen sont définis de manière totalement indépendante de quelque droit de l'homme que ce soit, parce qu'il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a pas de droit de l'homme puisque il n'est pas vrai qu'on puisse dire que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On ne peut pas dire qu'ils naissent et demeurent libres et égaux en droit, puisque dès sa naissance, un juif n'a pas les droits d'un arien. Dès sa naissance. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de l'ordre de l'intégration, de la non-intégration, etc. C'est dès sa naissance, au berceau. En fait, dans le ventre de la mère. Il n'y a pas de droits de l'homme, mais il y a des droits du citoyen. On se trompe gravement concernant le Troisième Reich si on dit non, il n'y a pas de droits de citoyen. Si, il y a des droits de citoyen. Les droits de citoyens allemands, des citoyens du Troisième Reich, ils ont des droits. Et il n'est pas vrai qu'on puisse faire n'importe quoi. Le n'importe quoi arrivera à un moment donné dans l'histoire du Troisième Reich, avec des défaites. Lorsque la Gestapo prendra en main tous les leviers du pouvoir. Mais dans la période de victoire, non. Même les soldats allemands sous les armes, ils ont des droits. Les tribunaux militaires les traitent, respectent une certaine échelle des délits et des peines. Bien entendu, ça ne s'applique pas à ceux qui ne sont pas citoyens, les Juifs, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la grande découverte de la Révolution française, c'est de dire que les droits du citoyen sont, un, radicalement différents des droits de l'homme, mais deux, que l'on demande aux droits du citoyen de ne jamais contredire les droits de l'homme. Autrement dit, il y a bien déclaration des droits de l'homme et du citoyen. S'il n'y avait que déclaration des droits de l'homme, on laisserait tomber le passage à la mise en œuvre par des lois positives. Et si on laissait tomber les droits de l'homme, on aurait seulement des droits du citoyen et on n'aurait aucun moyen de déterminer si ces droits du citoyen sont conformes à quelque principe que ce soit, autre que les principes circonstanciels qui ont été déterminés par la force politique. Moi, j'aurais tendance à dire que je ne suis pas un admirateur d'Athènes. Je pense qu'à Athènes, il y a des droits du citoyen, il n'y a pas de droits de l'homme. Je pense que la démocratie athénienne repose précisément sur cette disjonction. La deuxième branche, à savoir la possibilité qu'il y ait des droits de l'homme, y compris pour les non-citoyens, est une chose qui, à mon avis, domine aujourd'hui on pourrait appeler la vie des pays occidentaux. Les pays occidentaux, en gros, se satisfont d'eux-mêmes en considérant qu'ils ont, bon an, mal an, à peu près
un système qui permet de garantir des droits aux citoyens. J'entends par pays occidentaux, c'est un terme grossier, hein, c'est ce que j'appelle le lac Atlantique. C'est la rive ouest de l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, et c'est... oui, c'est ça, c'est le lac Atlantique Nord. Mais, et notamment dans les pays d'Europe occidentale, la question de la présence de plus en plus importante de sujets qui ne sont là pas du tout à l'horizon de la citoyenneté, qui ne sont citoyens de nulle part, parce qu'ils ne sont pas citoyens dans le pays d'où ils viennent, ils ne sont pas citoyens dans le pays où ils arrivent, ils ne sont évidemment pas citoyens dans l'entre-deux, je veux dire dans ce passage maritime dans les embarcations qui leur sont consenties par des passeurs, ils ne sont citoyens de nulle part. Ceux qui regardent les droits de l'homme avec dédain en disant « c'est abstrait, c'est une invention de l'abstraction française, ça n'a aucune conséquence matérielle ». Je leur demande de regarder ce qu'il en est pour des sujets qui ne sont citoyens de nulle part et qui n'ont pas forcément le désir de devenir citoyens français, par exemple. Pas forcément. Peut-être qu'ils l'ont. Et s'ils l'ont, qu'ils le deviennent. Mais ils ne l'ont pas forcément. Et néanmoins, ils ont des droits. Et pour savoir ce que sont les droits de l'homme dans une situation de cet ordre, mais il suffit de se souvenir de ce qu'a été Calais pour comprendre par la négative que tout ce qui a été refusé aux immigrants, aux habitants de la jungle de Calais, tout ce qui a été refusé permet de comprendre par la négative ce que sont les droits de l'homme. En fait, on arrive à la thèse, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'ils sont nés. Dire qu'ils sont nés, c'est dire que ce sont des êtres corporels. Les droits de l'homme, femme, enfant, vieillard, vous pouvez allonger la liste, ce sont des droits du corps. Les droits du citoyen sont des droits qui sont définis par des lois positives et auxquels on a décidé, et c'est la Révolution française qui a imposé cette décision, on a décidé que les droits du citoyen ne devraient jamais contredire les droits de l'homme. Ça entraîne comme conséquence que, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne peut pas y avoir d'esclaves. Alors que, par exemple, comme vous le savez, dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, il peut y avoir des esclaves. La conformité requise des droits du citoyen aux droits de l'homme est quelque chose qui ne fait pas partie de la notion même de droit du citoyen. Et elle ne fait pas partie de la notion de droit de l'homme. C'est une décision. Et c'est pourquoi le mot de déclaration a une telle importance. Les droits de l'homme et du citoyen n'existeraient pas s'ils n'étaient pas déclarés. Bon, c'est à vous. Oui.
Oui, merci beaucoup. Je vais, comme toujours, essayer de rester naïf par rapport à ce que vous avez dit concernant la Révolution, quelque chose dont on ne savait pas ce qu'elle était, même pendant, on le sait progressivement, mais n'a-t-elle pas été, avant que la Révolution n'apparaisse, il y avait des éléments qui apparaissaient, avec les Lumières, le comportement de l'Église ayant la vérité absolue, même sur des savants, Bruno, Galilée, etc. Dire, ne sont-ils pas des éléments, des bribes, j'allais dire des poussières qui vont se constituer, se cristalliser et construire justement ce que la Révolution va essayer d'éviter? Ça veut dire ne pas dupliquer ce qu'a été l'autorité de l'Église ou de l'aristocratie ou de la monarchie. Et ces éléments-là ne peuvent pas servir d'éléments possibles de construction. Mais vous avez raison, mais c'est la notion de droit, en vérité. Si vous voulez, dans un modèle, pendant très longtemps, le modèle dont la philosophie politique est partie, je pense par exemple à la philosophie politique de langue française du XVIe siècle, la question, le terme, en quelque sorte primitif, c'est le terme autorité, ou le terme souveraineté. Et la question, c'est de savoir qui a la souveraineté. Alors que dans le déplacement qu'opère la Révolution française, ce n'est pas le terme d'autorité, de souveraineté qui est le premier. Il arrive, bien entendu, mais le terme premier, c'est le terme de droit. Et le terme de droit renverse en quelque sorte l'approche antérieure fondée uniquement sur l'autorité. J'ai toujours été frappé par une formule de Bossuet très éclairante, disant « L'hérétique, c'est celui qui pense par lui-même ». Eh bien, la Révolution française, et en cela, je suis d'accord avec une mise en relation de la Révolution française avec l'héritage des Lumières, repose sur l'hypothèse que non seulement on peut, mais on doit penser par soi-même. C'est ça, si j'ose dire, le premier droit, sans lequel aucun autre droit n'a de sens, ce qu'on appelle la liberté de penser, si vous voulez. Eh bien, dire cela, Kant a écrit un texte sur qu'est-ce que les Lumières qui se termine sur ce droit de penser par soi-même, dire cela, c'est rompre avec une longue tradition de la pensée politique, où effectivement l'hérétique se définit comme celui qui pense par lui-même. Effectivement, pour ce brillant exposé, et vous avez terminé en disant, enfin vous avez passé un moment à pointer le 11 septembre 2001, et en disant que c'était la fin de la croyance possible dans la Révolution. Donc deux questions. D'une part, est-ce qu'on ne revient pas sur une logique cyclique ? Sur une logique cyclique, sur une perception cyclique. Et puis deuxième question, si on ne peut plus croire à la Révolution, à quoi peut-on croire ? Je n'ai pas dit exactement qu'on ne pouvait plus croire à la Révolution, que c'était la croyance révolutionnaire telle que je l'ai décrite qui ne fonctionnait plus. Mais je pense de toute manière que
je ne suis pas convaincu, je vais répondre finalement à votre deuxième question avant de répondre à la première, parce que ça court-circuite en quelque sorte. Je ne suis pas convaincu qu'il faille croire en quelque chose. Je m'explique. Ce qu'on appelle une croyance, c'est en quelque sorte une sorte de super-glue qui fait tenir ensemble les choses auxquelles on tient. Alors, il peut y avoir plusieurs choses auxquelles on tient. Si on est sensible, si on accorde de l'importance à la politique, la super-glue fera tenir des éléments de politique avec d'autres éléments, je ne sais pas moi, de cuisine ou autre chose. Bon. Je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de super-glue, ou plus exactement, je suis convaincu que la liberté de penser, ça consiste à dissoudre la super-glue. Autrement dit, tout ce qui se présente comme croyance, y compris la croyance révolutionnaire, est, en tant que croyance, un danger pour la liberté de penser, et en fait, pour les droits. Là où commence la croyance, les droits s'arrêtent. Parce que la superglue, vous savez ce que ça fait, ça vous colle les doigts ensemble et vous ne pouvez plus manipuler quoi que ce soit. Or, les droits, notamment les droits de l'homme qui sont des droits du corps, ça commence avec la main qui peut bouger les doigts. Donc, je ne suis pas convaincu par la nécessité ou le bien fondé d'une croyance. Et du coup, la croyance révolutionnaire est loin d'être nécessaire, elle est nuisible. Et je dirais que la révolution, c'est justement l'idée, si c'est une idée, enfin, si on la prend comme idée, c'est l'idée que la croyance n'est pas nécessaire. Et donc, il ne peut pas y avoir de croyance révolutionnaire. De votre exposé, qui pour moi m'a apporté beaucoup de choses. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de Calais. Calais, que je traduis ainsi, c'est que l'absence de droits du citoyen permet la négation des droits de l'homme. Et de ce point de vue, je me demande si on ne peut pas appliquer la même chose à la colonisation. Et au phénomène colonial. Je comprends, je réfléchis à ma réponse. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce que j'ai dit sur l'esclavage, j'aurais pu aussi bien le dire sur la colonisation. Mais pourquoi je réfléchis, c'est à cause de la colonisation française. La colonisation anglaise ou britannique, en fait anglaise, ne pose pas vraiment de problème, puisque les droits dans le dispositif de pensée politique, les droits sont des droits du peuple anglais, qu'il peut étendre par générosité, mais en quelque sorte une générosité dont il est maître, c'est-à-dire qu'il peut mettre les limites là où il l'entend. Donc le fait que la colonisation l'Empire britannique ait des comportements très divers vis-à-vis des libertés des colonisés ne pose pas de vrais problèmes pour la représentation anglaise, mais en pose de très graves pour la représentation française. Et je crois qu'il
n'y a pas d'autre réponse à vous donner, c'est même pas une réfutation, c'est au contraire une confirmation, c'est le fait que la République française a eu tellement conscience que la colonisation n'était pas conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elle a utilisé le terme d'empire et non pas de république pour désigner ces colonies. Quand on songe que dans l'histoire de France, la République s'est instaurée historiquement à 2 reprises contre l'Empire, à 2 reprises, je veux dire, d'abord l'Empire, le premier s'est installé contre la République, et la Troisième République s'est installée contre le Second Empire. Il y a une relation d'exclusion mutuelle entre République et Empire. Penser que la République française, qui se réclame des principes de 89, la Troisième République n'a pas de constitution unitaire, mais bon, elle se réclame des principes de 89, eh bien, pour s'arranger du fait qu'elle a des colonies, elle est obligée de l'appeler un empire. Ce qui veut dire qu'il y a, du point de vue des noms même, la reconnaissance d'une contradiction politique insurmontable entre le fait colonial et la déclaration de 1789. C'est indubitable. Maintenant, la manière dont ça s'est passé, on peut refaire l'histoire, mais il n'y a aucun doute. Mais votre question, il faudrait aussi la poser, par exemple, en ce qui concerne l'histoire des États-Unis. Puisque la plus grande puissance coloniale du XIXe siècle, ce sont les États-Unis. Puisque tous les États qui se sont agrégés, en quelque sorte, aux États de la fondation de 1776 sont des États conquis par la force et sur la spoliation des terres. C'est donc typiquement une forme coloniale de construction. Donc l'histoire de la construction des États-Unis et de l'expansion de la Constitution américaine et donc de la validité de la déclaration d'indépendance et des principes fondateurs de la déclaration d'indépendance, cette extension repose sur une geste coloniale, un geste colonial et une geste coloniale. C'est quelque chose qui hante l'histoire des États-Unis et à tout moment, enfin, on peut dire que l'histoire des États-Unis repose sur l'alternance entre le déni du caractère colonial de son histoire et la résurgence du caractère colonial de son histoire. On voit très bien que le résultat des présentes élections, des dernières élections repose sur une résurgence du caractère colonial de l'histoire des États-Unis. Oui, bonsoir. La fois précédente, lorsque vous étiez venu à la Villa Gilet de Lyon pour parler de Lacan avec Elisabeth Roudinesco, vous aviez dit au détour d'une réponse « La clarté est mon symptôme ». Je crois que nous sommes nombreux qui aimerions souffrir de la même maladie que vous, compte tenu du caractère magistral de la démonstration que vous nous avez faite. Et je voudrais vous poser 2 questions, en fait. Je suis frappé de ce que vous venez de nous dire sur les droits et de votre lecture particulièrement acérée de cette invention des droits de l'homme et du citoyen. Comment relisez-vous, du coup, la critique par Marx de ces mêmes droits? C'est une question qui me paraît intéressante compte tenu du rôle de Marx dans la constitution de la croyance révolutionnaire. Oui, peut-être que la deuxième question que je voudrais, liée à celle-ci, ça m'est venu en vous écoutant parler des exemples
de société avec des droits du citoyen sans droits de l'homme et en citant le Troisième Reich. Et je ne peux pas ne pas penser à Hannah Arendt dans la fameuse partie des origines du totalitarisme où elle tente de définir ce fameux droit d'avoir des droits qui serait en quelque sorte supérieur à tout et opposable à toute situation. Comment situez-vous du coup aussi peut-être Hannah Arendt par rapport à cette question et à cette tension entre ce que vous appelez le droit des corps et les droits de la citoyenneté? Eh bien, je crois que Hannah Arendt et Marx ont commis la même erreur. C'est justement de ne pas inclure la dimension corporelle dans l'approche des droits. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas été matérialistes. Les droits du citoyen ne sont pas des droits matérialistes, ce sont des droits formalistes. Pour moi, les libertés du citoyen sont des libertés formelles, définies par des textes. Je ne crois pas du tout la différence entre liberté formelle et liberté réelle. Ça, c'est la porte d'entrée par où passent tous les sophismes possibles et imaginables. Mais les droits de l'homme sont des droits matériels. Et la matérialité sont des droits du corps. Je commente assez longuement la position d'Hannah Arendt dans mon livre, et je commente aussi moins longuement la position de Marx, parce qu'elle est, comment dire, elle n'est pas très travaillée, la position de Marx. Je veux dire, dans la critique de la philosophie du droit de Hegel, elle est intelligente, elle est oui, pleine, astucieuse, comme on dirait, mais elle n'est pas très travaillée. Mais le même défaut se retrouve dans les deux cas, à savoir que la matérialité des droits de l'homme et le fait que les droits de l'homme sont des droits du corps, et c'est pourquoi je prends l'exemple de la jungle de Calais, parce que la jungle de Calais, la première dimension de la jungle, je n'y suis jamais allé, donc je n'en parle que d'après des images, mais d'après tous les témoignages, c'est que ce sont des corps. Et le fait qu'on leur refuse des droits, c'est à la fois le fait qu'on leur refuse des droits élémentaires du corps, la question des latrines, tout simplement. C'est pas une plaisanterie, malheureusement, c'est une chose grave. La question de la contagion des maladies. Et une chose qui m'a toujours frappé, c'est que dans les récits, les reportages, c'est qu'on faisait comme si les immigrés de Calais n'avaient pas de langue. Quelle langue parlaient-ils? La première question, paraît-il, que leur posait au moment où la jungle a été démantelée, donc ces dernières semaines, on a retrouvé un texte parodique écrit par un immigré de Calais où il parodiait le type de questions que les journalistes lui adressaient. La première, c'était « Parlez-vous anglais ?» Ça veut dire qu'ils n'étaient traités ni comme des corps, ni comme des êtres parlants. Dans la critique de Marx, elle est courte parce qu'elle n'aborde pas la dimension matérialiste des droits de l'homme. Elle fait comme si c'était... comme si les bourgeois n'avaient pas de corps. Mais ils en ont un. Jean-Claude, merci.